Je voudrais répondre à certaines des questions qu'on nous pose souvent, et il est souvent question de jardinage sans bêchage, ainsi que d'autres sujets liés, comme la santé en fait, fascinant. Le jardinage sans bêchage ouvre sur beaucoup d'autres sujets intéressants. Mais d'abord, la question la plus fréquente, qu'est-ce que le jardinage sans bêchage? Donc, une brève définition. Il s'agit de ne pas perturber le sol autant que possible et de nourrir le sol avec du compost. Le paillis peut aussi désigner d'autres matériaux comme de la matière organique non décomposée, selon la région. Donc, c'est une définition très large, juste pour planter le décor. Et comment commencez-vous? Eh bien, j'ai juste apporté quelque chose. Je ne vais pas vraiment faire une plate-bande ici, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez le faire. Donc, voici un morceau de carton. Ceci n'est que la première phase, uniquement la première année, le premier mois, ou 2 ou 3, quand le carton est utile. Pas après. Vous n'en avez pas besoin tout le temps. Les années suivantes, vous n'utiliserez pas de carton parce que le carton sert simplement à empêcher la lumière d'atteindre les plantes existantes que nous appelons souvent des mauvaises herbes. C'est un mot un peu péjoratif, mauvaise herbe, mais en gros cela signifie des plantes que vous ne voulez pas voir pousser là afin que vous puissiez les étouffer pour les priver de lumière. Ensuite, elles meurent. Et cela signifie alors que le sol est libre pour les racines des plantes que vous souhaitez faire pousser. Et c'est ce que la méthode sans bêchage fait si bien et si simplement en étouffant la croissance des mauvaises herbes existantes, puis elles vont mourir, mais elles ne mourront pas toutes. Et en fait, ici, nous avons quelques exemples. Il y a une autre façon de faire cela, mais cette plate-bande ici a été fabriquée il y a moins d'1 an, en janvier. Nous sommes maintenant en novembre, vers la fin de l'année de jardinage. C'est l'occasion de réfléchir à la façon de faire toutes ces choses et de recommencer. Mais en mettant en gros du carton sur les mauvaises herbes comme ici, il y a pas mal de mauvaises herbes vivaces, comme les pissenlits, les boutons d'or et le liseron. Donc elles ont repoussé au cours de l'année et nous les avons enlevées en utilisant une fourche pour extraire les nouvelles racines, ce qui réduit la vigueur de la racine principale. Puis le liseron finit par mourir en fait, mais ici il n'est pas encore mort. Cela prend 2 ans, donc la première année avec des mauvaises herbes vivaces, vigoureuses, vous aurez un peu de désherbage de suivi la deuxième année. Si vous avez des mauvaises herbes persistantes comme la prêle aussi, Echisethum, cela nécessitera également un suivi. Le chiendène, peut-être Elymus repens, en 1 an vous pouvez vous en débarrasser, mais il faut faire le suivi. Donc la culture sans bêchage consiste à laisser tout en place, le sol, les plantes, pas de bêchage initial, même si vous êtes sur un sol argileux, lourd, c'est même bien mieux. La culture sans bêchage fonctionne vraiment bien sur l'argile parce que c'est fondamentalement une bonne terre. Donc vous étouffez la végétation existante, puis vous héritez de la belle structure qui est déjà là et vous l'utilisez pour faire pousser vos plantes. Vous mettez le compost, c'est un milieu très accessible. Vous pouvez semer et planter directement dans le compost comme ça. Vous voyez bien que ça marche à merveille, comme vous pouvez le voir dans mon jardin. Et s'il y a des graines de mauvaises herbes dans ce compost, ce qui est possible, alors elles sont faciles à enlever. En fait, ceci nous amène à la deuxième phase, si vous voulez, qui est donc, c'est la fin de la première année. Et nous avions ici un plant de concombre, en fait, qui a été tué par le gel. Donc c'est enfin terminé, et il y a quelques mauvaises herbes qui poussent là, comme ça c'est un laitron. Vous voyez comme ça s'arrache facilement du compost de surface. Donc le désherbage est beaucoup plus facile que si c'était de la terre, car ici le sol est assez collant. Donc je peux très rapidement désherber ce qu'il y a ici maintenant, et j'aime faire ça avant l'hiver. Celles-ci vont sur le tas de compost et ensuite on mettra un peu de compost frais dessus. C'est la dose d'entretien annuelle, environ 2 à 3 cm, soit à peu près 1 pouce de compost frais une fois par an. Ça c'est la méthode sans labour. Vous pouvez aussi utiliser une autre méthode si vous avez un grand terrain envahi de mauvaises herbes ou de plantes indésirables et que vous voulez vous en débarrasser rapidement. Et pour gagner du temps, posez rapidement un paillis. Vous savez, disons que vous avez des centaines de mètres carrés, de yards carrés, un quart d'acre ou quelque chose comme ça, et que vous vouliez utiliser des morceaux de carton comme ça, eh bien ça va prendre beaucoup de temps. Ils se chevauchent beaucoup, ils doivent se chevaucher d'environ 10 cm, soit 4 pouces. Vous pouvez simplement, nous l'avons fait avec du plastique noir, et cette zone fait maintenant pousser du seigle et de la moutarde.
On y a cultivé des courges cette année et on a eu une récolte fantastique de courges. Et ça a commencé en janvier cette année. C'était comme ça, donc c'était vigoureux. Herbes, mauvaises herbes, tout cela pour moi c'est un pâturage. Les animaux peuvent y paître, puis on la fauche court. Ça rend plus facile de mettre du compost, d'étaler du compost, environ 5 à 7 cm, 2 à 3 pouces, c'est tout. Ce n'était pas une grande quantité, du moins je dirais que ce n'était pas une grande quantité. Ce n'est pas pour la culture, car le plastique noir empêche la lumière. Cela a été fait en janvier, mais on peut aussi le faire en février ou mars. Il faut aussi laisser mourir les mauvaises herbes avant de planter les courges pour une récolte en septembre. Récolte fantastique, beaucoup de nourriture pour peu d'efforts. Cela n'a pas pris longtemps, c'est un début. Mais le plastique, c'est seulement une fois par an. Je veux dire, c'est ponctuel, désolé, c'est ponctuel. Donc vous l'utilisez au début pour éliminer la végétation existante. Et maintenant le sol est vraiment propre. Regardez, on a encore dû enlever le liseron parmi les mauvaises herbes, mais ce n'est pas trop difficile et on progresse. Le plastique ne sera plus utilisé sur cette parcelle, mais il reste réutilisable, donc il n'est pas à usage unique. C'est juste une méthode agréable, rapide, simple, facile, et je dirais assez écologique pour obtenir un sol propre et faire pousser de belles plantes. Alors, regardons d'autres façons, d'autres méthodes. Cela pourrait être un peu différent en jardinage sans bêchage par rapport à ceux qui sont habitués à bêcher et à labourer, et de nouvelles astuces que vous pouvez apprendre. Alors, une autre question est, en quoi le jardinage est-il différent avec la méthode sans bêchage? Et en fait, c'est une très bonne question parce que c'est bien plus que simplement décider de ne pas perturber le sol. Cela vous ouvre tout un éventail de possibilités. Et j'en teste beaucoup ici avec des essais afin de pouvoir vous répondre avec des preuves que j'ai accumulées au fil de nombreuses années. Des différences entre si vous adoptez une approche de bêchage ou de travail du sol et le non-bêchage. Par exemple, juste ici, nous avons une planche que je bêche chaque mois de décembre, donc dans environ un mois, il faudra nettoyer la planche. C'est en fait un inconvénient du bêchage et un avantage du non-bêchage. Vous pouvez continuer à récolter plus facilement pendant l'hiver parce que vous n'avez pas à vous soucier du besoin de travailler le sol à un moment donné. Nous nettoyons les deux planches pour maintenir l'égalité entre les planches bêchées et non bêchées de même taille. Et celle-ci, je la bêche et je mets le compost dans la tranchée, donc ces deux planches ont la même quantité de compost. Celle-là est bêchée. Une fois par an, donc c'est la 11e année, maintenant nous y arrivons. Je vais faire ça pour la 12e fois d'ici l'an prochain. Cette planche, depuis 11 ans, a simplement reçu la même quantité de compost. 2 brouettes, en fait, par-dessus, et c'est tout. Donc, une grande différence, c'est que vous gagnez beaucoup de temps, vous ne faites pas ce travail de préparation du sol. Et ensuite, il y a le désherbage, on a beaucoup plus de mauvaises herbes sur le sol retourné, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on arrête de s'occuper des mauvaises herbes, je dirais même le contraire. J'ai remarqué qu'avec la méthode du bêchage, beaucoup laissent pousser les mauvaises herbes en fin d'été et en automne, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pouvoir simplement les enfouir en bêchant, et le travail est fait, un peu comme un agriculteur qui laboure son champ. Vous ne pouvez pas faire cela sans bêchage, sauf en réutilisant le carton, ce que je déconseille en partie. Vous savez, on ne sait pas ce qu'il y a dans le carton. Ce n'est pas un produit parfait, c'est acceptable de l'utiliser une fois. Je ne vois pas vraiment de gros problèmes en fait. Et les champignons du sol sont incroyables. Ils consomment les cols et autres éléments présents, j'en suis sûr. Des recherches existent, mais il suffit de limiter leur usage, ce qui est possible avec la méthode sans labour. Vous voyez comme il est simple d'enlever les mauvaises herbes du compost en surface et ainsi garder un sol toujours propre. Ici, c'est un assez grand jardin que je gère avec un peu d'aide. C'est un jardin maraîcher, 1/3 d'acre, soit 1500 mètres carrés. En fait, nous passons très peu de temps à désherber. C'est plutôt l'entretien des bordures. Regardez ma vidéo sur l'entretien des bordures. Des bords propres facilitent le désherbage, mais il faut rester assidu et empêcher les mauvaises herbes de monter en graines. Cela aide à garder votre sol plus propre, votre compost plus propre. Les plantations successives sont plus rapides et plus faciles car il n'y a pas de préparation du sol. Préparer une plate-bande sans labour, une expression que j'aime, fluide et rapide, c'est vous. Vous retirez la plante précédente lorsqu'elle a fini, que ce soit une laitue, un chou ou quelque chose comme ça, ou si c'est une betterave. Vous nettoyez simplement le sol au fur et à mesure de la récolte, vous enlevez les mauvaises herbes, vous ramassez les débris pour limiter le nombre de limaces et ensuite vous êtes prêt à continuer.
Vous pouvez mettre de nouvelles plantes, parfois même les intercaler entre les plantes existantes, et c'est plus facile avec la méthode sans labour, car il y a moins de mauvaises herbes. Par exemple, ces choux kale ont commencé leur vie entre les oignons qui poussaient ici le mois dernier. J'ai planté les choux kale entre deux rangées d'oignons, parce que le chou kale n'a pas besoin de beaucoup pousser pendant le premier mois, il s'enracine simplement, puis on récolte les oignons, le kale pousse rapidement et prend le relais. Donc en fait, tout ce que vous voyez ici, ce sont des deuxièmes plantations, des plantations successives, parce que c'est tellement rapide et simple. Gardez votre sol toujours couvert avec la méthode sans labour. Pas besoin de vous soucier de remettre du compost en été. C'est une application par an, c'est magnifique. Ça vous libère du temps en été pour faire les choses importantes. Récolter et planter. Et même ici, le fenouil, c'est la troisième plantation. En fait, il y avait carottes et fenouil, puis concombre, puis à nouveau fenouil. Et cela mène à un autre aspect du jardinage sans labour, qui est la rotation moins fréquente, vous savez, surtout dans le jardinage potager. Cela s'accompagne de règles, comme la rotation sur 4 ans. Les gens lisent cela et se disent « Oh, on m'a dit ça, mon Dieu !» C'est juste une autre question à prendre en compte et à garder à l'esprit dans ce que vous faites. Avec la culture sans labour, la santé et la fertilité du sol sont toujours fortes, donc c'est moins important. Là-bas, justement, en ce moment, il y a des poireaux. On vient tout juste de commencer à les récolter aujourd'hui, en fait, et c'est la 9e année consécutive qu'ils poussent dans le même sol. Cette année-là, nous avons eu des pommes de terre pour la 9e fois, alors je fais pommes de terre puis poireaux. C'est une belle petite succession de plantations que tu peux faire dans ce climat, tout ça dans la même année, dans la même parcelle, pendant 9 années de suite. Tout ce que je peux dire, c'est que ça va pour l'instant. Je ne dis pas de ne jamais faire de rotation, mais simplement que tu n'as pas besoin de le faire autant qu'on te l'a dit. Donc tu es beaucoup plus libre. Il y a plein d'autres choses qui en découlent aussi. Regardez mes autres vidéos et livres, on en parle souvent, on fait des recherches et on découvre toujours de nouvelles infos. L'essai en 3 bandes là-bas consiste en fait à vérifier l'effet de l'aération du sol à la fourche par rapport au bêchage. Et même avec ce niveau de perturbation du sol, on observe sur 9 ans une baisse de 8% des récoltes. Donc ce n'est vraiment pas nécessaire de le faire. Ne vous embêtez même pas à perturber le sol de quelque manière que ce soit. Et cela nous amène maintenant à une autre question qui est aussi très intéressante à propos du fait de garder le sol couvert en permanence. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Une troisième question est, avons-nous besoin de garder les plates-bandes pleines, le sol couvert? D'accord, celle-ci est revenue souvent récemment. Et il existe un mouvement très puissant dans l'agriculture appelé l'agriculture régénératrice, qui comme beaucoup de choses a ensuite été transposé au jardinage sous le nom de jardinage régénératif. Mais les approches en agriculture et en jardinage sont différentes, comme le fait de garder des champs entiers ou d'avoir des champs entiers de sol nu cultivés, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est généralement pas ce qu'on fait en jardinage, surtout en jardinage sans bêchage, donc le sol n'est pas perturbé. En fait, il n'est jamais nu, donc le sol est toujours couvert comme là-bas. Paillis de compost que nous avons mis. Nous avons eu 2 récoltes cette année, donc ce sont 2 récoltes depuis le mois de mars précédent. Nous avons eu de l'ail puis des choux et maintenant on a ajouté ça. Les choux n'ont fini que récemment, vers la mi-octobre. Il n'y a pas le temps de faire pousser autre chose cette année, donc je laisse vide. Le sol n'est pas couvert. C'est plein si tu veux, c'est plein de vie et de nourriture pour les organismes du sol. Prêt à planter au printemps prochain. Derrière moi, il y a une plate-bande qui est littéralement pleine ou couverte de plantes. Celle qui est bien verte, c'est la moutarde Salapisaba que j'utilise en engrais vert comme culture de couverture. Cela signifie que cette plantation n'est pas faite pour être mangée, même si on peut manger ces petites pointes. Elles sont très bonnes dans un sauté ou une salade, et ces graines ont été semées en même temps que nous avons planté l'ail. Donc l'ail pousse ici, et c'est une façon d'avoir le sol plus couvert si vous voulez, parce que l'ail, quand il commence à pousser, ne couvre pas vraiment beaucoup le sol. En fait, il ne le fait presque jamais, vraiment. La moutarde est détruite par le gel, ce qui est idéal. Je l'ai fait ici l'automne dernier et ça a très bien fonctionné. La moutarde morte laisse l'ail pousser. Donc c'est une façon d'avoir une couverture supplémentaire si vous voulez, et c'est une bonne chose. C'est une bonne méthode à garder en tête. Bonne technique à garder sous le coude, pensez à des façons de faire quelque chose comme ça. Il y a d'autres méthodes, j'en essaie encore tout le temps et je m'amuse à le faire. Garder le sol couvert, oui c'est certain, ça peut être du compost, ça peut être des plantes. Et maintenant, nous allons regarder quelque chose d'un peu différent, qui est la culture associée.
Qu'est-ce que la culture associée et est-ce qu'on a besoin de la pratiquer? Eh bien, ça cause beaucoup de problèmes, je pense, la discussion à ce sujet, parce que ça inquiète les gens. Ils pensent qu'ils ne pratiquent pas assez les associations de culture. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Et pour moi, ça signifie la compagnie, ce qui veut dire la proximité, c'est-à-dire avoir des plantes raisonnablement proches les unes des autres, pour qu'il y ait toujours une plante voisine et qu'elles puissent être des compagnes. Et d'après mon expérience, encore une fois, vous savez, c'est basé sur 40 ans de pratique. Je n'ai jamais vu des plantes ne pas aimer d'autres plantes, mais j'ai vu des situations où, disons, des plantes ont été placées trop près de voisines qui ont des besoins différents ou des besoins exigeants en lumière et en humidité. Si vous faites ça, si vous plantez une laitue près d'une courgette, les deux jeunes plants en même temps, eh bien cette courgette va très rapidement prendre toute la lumière et l'humidité et la laitue va tout simplement disparaître. Elles ne sont pas de mauvaises compagnes, la plantation était simplement inadéquate. C'est donc plutôt cela que nous devons déterminer. Les situations où nous pouvons mettre n'importe quelle plante, en fait n'importe quelle plante à côté d'une autre plante. Un commentaire que je reçois souvent concerne le fenouil, car apparemment le fenouil de Florence a la réputation de ne pas aimer les autres plantes ou de ne pas être aimé par les autres plantes. C'est ce qu'on raconte. Ce n'est pas vrai. Je poste ces photos sur Instagram et on me dit « Je croyais que le fenouil n'aimait pas les autres plantes, mais il pousse très bien près de la laitue, des épinards et d'autres plantes similaires. » Alors n'hésitez pas à mélanger vos plantes autant que possible et c'est en fait vraiment bénéfique. C'est un peu comme la polyculture. Inutile de vérifier si les plantes s'entendent, il suffit de connaître leurs besoins en humidité et espace. Donc par exemple, il y a des panais semés en second entre les oignons. Les panais n'aiment pas spécialement les oignons, mais ces derniers étaient presque finis. Nous cherchions simplement où semer des panais fin juin, assez tard. Nous avons vu l'opportunité, semer des panais là-bas. La récolte ne sera pas grande, mais cela permet quand même une récolte de succession. Les panais poussaient un temps entre les oignons. Ici, toutes ces brassicacées répondent aussi à une question précédente. Pas besoin de se soucier de la rotation. Brassicacées, rassemblées, nouveaux semis de moutarde, mais attention à l'espacement. Si vous regardez le choucal ici, ils sont assez rapprochés, même semés en motte, donc c'est parce que c'est une plantation tardive. Semés en juillet, repiqués en août, ils ne deviendront pas très grands. Vous pouvez donc les planter plus serrés si vous le souhaitez. Et oui, ils me semblent vraiment en bonne santé. Alors que si j'avais planté le choucal plus tôt, ils auraient été plus espacés et ils auraient eu le temps de grandir dans cet espace. Donc, cette association, l'association de culture, est liée à tellement d'autres aspects, comme tout dans le jardinage en fait. Et pour finir, j'aimerais vous emmener vers un aspect encore plus profond qui concerne la santé. La dernière question pour l'instant est: comment la santé du sol est-elle liée à la santé des plantes et à la santé humaine? Eh bien, c'est une question qui a été posée à travers l'histoire et qui, récemment, dans nos temps modernes, comme on les appelle, reçoit beaucoup de réponses, beaucoup de résultats sortent. C'est fascinant. Si nous considérons tout d'abord ce qu'est la santé humaine et comment cela se rapporte, disons, à notre intestin, l'intestin reçoit la majorité de nos aliments après leur passage par l'estomac et le système digestif. Et il y a beaucoup de microbes là-dedans qui digèrent les aliments. Et c'est l'ensemble des microbes dans l'intestin s'appelle le microbiome intestinal. Et les personnes qui étudient la biologie des sols utilisent la même expression pour le sol. Donc vous avez le microbiome du sol, la collection de microbes dans le sol. Et ce qu'on remarque de plus en plus maintenant, c'est à quel point ces deux biomes sont similaires. C'est pourquoi il est en fait bon de manger un peu de terre, pas des cuillerées. Mais vous savez, il n'y a aucun mal à laisser un peu de terre sur vos carottes, par exemple. Quand on lave ses carottes, je suis très content. Si mes clients laissent un peu de terre, je mangerai volontiers une carotte comme ça. Vous obtenez ainsi certains de ces microbes bénéfiques. Et les études scientifiques qui sortent en ce moment disent des choses comme l'Université de Californie à Los Angeles récemment, que 70% de notre système immunitaire se trouve dans l'intestin. Je veux dire, quelle affirmation, quelle découverte! C'est tout simplement incroyable. Donc, nous pouvons améliorer notre santé en mangeant de bons aliments provenant de nos jardins. C'est une excellente nouvelle pour les jardiniers. Je dirais surtout les jardiniers sans bêchage, où le microbiote du sol est très sain grâce à cette méthode, car on le laisse se développer et on l'améliore constamment.
Et le professeur Tim Spector de Londres fait beaucoup de recherches à ce sujet et étudie le lien entre la santé du microbiote intestinal et celle du cerveau, ainsi que notre humeur. Il y a tellement de choses à découvrir sur tout cela et j'ai récemment eu une correspondance avec un homme du Montana aux États-Unis qui s'appelle Wayne Bellisom. Il disait que c'est une passion pour lui. Il pratique la culture sans bêchage depuis un certain temps en suivant mes méthodes et il enseigne beaucoup à ce sujet. Grâce à cela, il s'est dit qu'il devait tester lui-même ce lien avec la santé. Alors il a supprimé le sucre, a fait un effort pour manger beaucoup plus de produits de son propre potager, son jardin sans bêchage et très rapidement il a perdu 12 livres. Sa tension artérielle a baissé, il a arrêté la plupart de ses médicaments et il a dit que ce qui l'a le plus marqué, c'est son cerveau. Son cerveau fonctionne tout simplement mieux et c'est ce que je constate moi-même depuis 10 ou 15 ans en faisant la même chose. J'ai vraiment réduit le sucre et je suis en fait diabétique de type 1 donc j'en suis bien conscient. Mais je mange clairement plus de légumes, probablement un peu plus crus aussi. On reçoit davantage de microbes en fait, on devient plus alerte. C'est tout simplement merveilleux. Et Wayne a une petite phrase sympa pour ça. Il dit « Change ton alimentation, change ton humeur ». Donc nous pouvons tous faire ça. Et je suis sûr que nous reviendrons sur cette question et beaucoup d'autres comme celle-ci dans les mois et les années à venir. Alors restez à l'écoute ici et nous en parlerons encore beaucoup, j'en suis sûr.